Amira Amatadi. Bonsoir chers compatriotes. Bienvenue à Inside News RDC. Si vous nous ouvrez votre porte ce soir, c'est que vous exigez une lecture limpide d'une actualité qui s'accélère entre les salons de Washington et la poussière de nos routes provinciales. Notre nation se trouve à une croisée des chemins décisive où le pouvoir d'achat de nos concitoyens et notre sécurité nationale se négocient sur l'échiquier mondial. Le fait marquant de ce jour nous emmène au cœur du département d'État américain, où le partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington tente de se matérialiser en investissement massif. Pourtant, l'enjeu dépasse la simple signature de protocole. Le sens profond de cette édition est limpide. Comment ces grandes manœuvres diplomatiques vont-elles concrètement stabiliser le taux de change dans nos quartiers ou faire taire les armes à l'Est? L'écart entre les annonces triomphales de Donald Trump et la réalité rugueuse du Nord Kivu nous oblige à une vigilance citoyenne absolue. Ce soir, nous mettons à nu le décalage entre la diplomatie de prestige et l'urgence sociale qui gronde. Nous débutons ce journal par le pivot minier qui continue d'agiter la capitale américaine, car c'est là que se dessine l'avenir de nos ressources. Le mercredi 4 février, une délégation de haut niveau menée par le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a coprésidé à Washington la première réunion du comité de pilotage conjoint RDC-USA. Ce sommet intervient alors que Rio Tinto a officiellement mis fin, le 5 février, à ses velléités de fusion avec Glencore, laissant le champ libre à une reconfiguration historique de nos actifs. Au centre de ce séisme industriel, le consortium américain Orion Critical Mineral Consortium se positionne pour acquérir 40% des intérêts de Glencore dans les géants Mutanda Mining et Kamoto Copper Company, pour une valeur estimée à 9 milliards de dollars. Ce mouvement de capitaux s'inscrit dans une dynamique mondiale où les puissances occidentales tentent de sécuriser l'accès aux minerais critiques indispensables à la transition énergétique. L'histoire bégaye étrangement lorsque nous scrutons ces mouvements de fond. Cela rappelle les accords miniers du passé, de la période coloniale aux contrats léonins des années 2000, où la souveraineté de notre pays semblait se décider sans une réelle transformation locale. Ce pivot vers les États-Unis tente de corriger les déséquilibres nés de l'hégémonie chinoise sur nos ressources. Mais la question du contrôle effectif reste entière. Officiellement, Daniel Mukoko Samba affirme que ce partenariat repose sur la transparence, la traçabilité et le partage équitable des bénéfices. Il se fait accompagner par Louis Kabamba Watum aux mines pour rassurer des institutions comme la DFC et l'Exim Bank, qui marquent leur retour fracassant en RDC avec la ferme intention d'appuyer des projets structurants. Sur le terrain, la réalité est plus nuancée. Si la Banque centrale affiche une volonté de stabilisation, la logique de l'économie réelle nous enseigne que l'arrivée de dollars américains ne calmera la pression sur les ménages que si elle engendre une intégration dans les chaînes de valeur mondiales. En clair, exporter du brut ne suffit plus à nourrir nos enfants. Le schéma prévoit que Glencore garde la gestion opérationnelle tout en permettant à Orion de diriger la vente de sa production vers des acheteurs désignés par Washington. Dans nos rues, cela se traduit par une interrogation. Verrons-nous enfin la fin du règne du taux parallèle si ces milliards entrent dans nos circuits officiels? Pour la société civile, ce montage financier doit être scruté avec une rigueur absolue. Si Glencore reste majoritaire avec 57% et 42% dans les deux entités, aux côtés de la Gécamine et de l'État, le risque d'une nouvelle forme de dépendance géopolitique demeure présent. Ce partenariat constitue-t-il une opportunité de transformation locale ou une simple transition d'une tutelle à une autre? Est-ce que ce retour des Américains garantit enfin que le cobalt serve à éclairer nos propres foyers avant de remplir les batteries du monde entier? Cette ambition diplomatique se heurte désormais à une réalité sécuritaire que certains prétendent avoir déjà résolue dans des discours de salon. Le président américain Donald Trump a provoqué une onde de choc lors du National Prayer Breakfast à Washington. Avec l'aplomb qu'on lui connaît, il a affirmé devant un parterre de diplomates avoir mis fin à une guerre
entre la RDC et le Rwanda, la classant parmi 8 conflits qu'il se targue d'avoir résolus. Le président prétend ainsi avoir stabilisé les Grands Lacs d'un simple revers de main diplomatique. C'est la version officielle, mais regardons ce dossier avec les yeux de la réalité congolaise. Pour nos compatriotes de l'Est, cette version officielle vacille face aux faits et se rapproche même de l'injure. Les affrontements persistent et la souveraineté de notre pays est quotidiennement bafouée par des incursions armées. Dans l'Ituri et le Nord Kivu, la perception est radicalement différente. Les affrontements persistent. Les déplacés s'entassent encore dans des camps de fortune autour de Goma. Et la souveraineté nationale reste quotidiennement entamée par des incursions armées. Comment parler de fin de guerre quand des pans entiers du territoire demeurent sous occupation de troupes rwandaises et de leurs supplétifs? Pour les populations de l'Est, cette déclaration frôle l'injure, tant elle ignore la continuité des violences et la peur ordinaire. Le test de réalité est sans appel. Le test de souveraineté l'est tout autant. La paix semble présentée comme un produit extérieur, négocié à distance, presque comme une transaction diplomatique déconnectée de la douleur des déplacés. Le gouvernement évoque un partenariat porteur de sécurité, tandis que Jacob Elberg, représentant de l'administration Trump, parle de bénéfices directs pour la sécurité américaine. La question centrale reste entière. Qu'en est-il de la sécurité des Congolais eux-mêmes? Dans certains cercles financiers, ce discours rassure et alimente un optimisme de façade, tout en masquant la fragilité d'un cessez-le-feu implicite et non vérifié. L'histoire récente impose la prudence. Les accords de 2009 et les multiples annonces de cessez-le-feu parrainées par l'international ont souvent servi de respiration tactique aux agresseurs, sans restauration durable de l'autorité de l'État. Proclamer la fin des hostilités depuis Washington, sans retrait total et contrôlé des forces étrangères, relève davantage de la mise en scène que d'un règlement effectif. Pour une mère déplacée vivant autour de Goma, la paix ne se décrète pas sur une estrade diplomatique. Elle se mesure par le retour sécurisé au champ familial, par l'absence durable des bruits de bottes. Ce décalage nourrit un malaise profond. La tragédie congolaise est transformée en trophée politique à des fins de communication intérieure américaine. En présentant un conflit enraciné et asymétrique comme clos, on neutralise la nécessité d'une pression internationale réelle sur les agresseurs. Pourquoi l'extérieur s'arroge-t-il le mérite d'une paix inexistante dans le vécu quotidien des Congolais? Ce récit de succès facile nie la résilience de ceux qui attendent une médiation crédible et respectueuse. Regarder ce dossier avec rigueur conduit à une conclusion opérationnelle. Une paix qui ne restaure pas l'autorité de l'État sur chaque centimètre carré du territoire reste un slogan. Tant que les soldats réguliers et les forces d'autodéfense locales ne perçoivent pas l'éradication effective de la menace, les déclarations venues d'outre-Atlantique demeurent abstraites. La souveraineté ne se délègue pas, même à un partenaire présenté comme stratégique. Pendant que le silence des armes est proclamé à Washington, le silence imposé dans certaines cellules de Kinshasa rappelle que la cohésion interne et la liberté politique restent fragiles, indissociables de toute paix réelle. Depuis sa cellule de Kinshasa, où il est détenu depuis 154 jours, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a fait parvenir une lettre qui résonne comme un défi frontal. Alors que le président Félix Tshisekedi appelle à un dialogue national pour renforcer la cohésion, Mutamba, figure de l'opposition républicaine, pose des conditions drastiques. Il exige une décrispation politique effective, la libération des opposants et des garanties de sécurité pour ceux vivant à l'étranger, refusant que ce forum devienne une blanchisserie pour traîtres ou un simple partage de gâteaux ministériels. Cette demande rappelle les dialogues historiques de Sun City aux multiples concertations nationales, où la recherche de la paix a souvent été sacrifiée sur l'autel des ambitions individuelles et des postes à pourvoir. L'histoire bégaye lorsque les mêmes schémas de partage du pouvoir
refont surface sans traiter les causes profondes de nos divisions. Mutamba insiste sur le fait que notre État indépendant n'a plus besoin de comédiens opportunistes. Il cite Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound et Adolphe Mouzito comme des exemples de lutte pacifique qui ne doivent pas être ignorés si l'on veut une réconciliation sincère. Le cœur du problème est politique. Un dialogue se trouve-t-il en mesure d'être sincère tant que des leaders d'opinion restent privés de liberté pour avoir simplement exprimé une divergence? La réalité du terrain politique montre une nation fracturée, où la méfiance envers les institutions demeure à son comble. Si le gouvernement prétend vouloir l'unité, il se heurte au test de souveraineté posé par Mutamba. Le dialogue doit servir le pays et non les intérêts des groupes armés que certains tentent de réintégrer par la petite porte. Sans une décrispation réelle, la stabilité politique nécessaire au grand chantier restera une chimère. La question demeure: peut-on construire la paix avec ceux qui ont pris les armes tout en gardant en prison ceux qui ont choisi la parole? La cohérence de notre état de droit se joue ici, dans la capacité à libérer les voix discordantes avant de les inviter à la table. Et justement, parmi ces chantiers, l'intégration régionale se joue à Luanda, autour du rail. Ce jeudi 5 février, Luanda est devenu le centre de gravité de l'Afrique centrale. Les ministres de la RDC, de l'Angola et de la Zambie s'y sont réunis pour accélérer la mise en œuvre du corridor de Lobito. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Transports, a présenté une vision où ce projet n'est plus une simple route d'évacuation minière, mais l'épine dorsale d'un développement industriel intégré. La Banque mondiale a confirmé un financement colossal de 500 millions de dollars pour le tronçon Dilolo-Tenke, marquant un tournant dans le financement de nos infrastructures lourdes. Cette ambition doit impacter directement les prix sur nos marchés locaux. La logique de l'économie réelle nous indique que si ce corridor se limite au transport de minerais vers l'Atlantique, les populations de Dilolo ou de Kolwezi resteront dans la précarité. Pour l'instant, le petit commerçant de Lualaba subit les coûts exorbitants du transport routier, ce qui grève son bénéfice et augmente le prix de la farine. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, l'a rappelé avec fermeté. Le corridor doit stimuler l'agro-industrie et créer des emplois décents. L'histoire des chemins de fer en Afrique nous enseigne que sans une appropriation locale, ces rails ne servent qu'à vider le continent. Le président angolais João Lourenço a insisté sur la nécessité d'éviter la fragmentation des efforts. Pour la RDC, la priorité est de stabiliser les 80 km de zone critique entre Dilolo et Kolwezi. Les réformes du climat des affaires portées par Doudou Fouamba aux finances sont essentielles pour rassurer le consortium Lobito Atlantic Railway, regroupant Trafigura, Vecturis et Mota-Engil, qui gèvera l'infrastructure pendant 30 ans. Mais au-delà du béton, c'est la capacité de nos jeunes à intégrer ce marché qui déterminera le succès final. Le corridor de Lobito sera-t-il le moteur de notre autonomie ou une énième saignée de nos richesses? La réponse dépendra de notre capacité à transformer ces minerais sur place avant qu'ils ne montent dans les wagons. Mais pour transformer, il faut former, et c'est ici que l'initiative privée entre en scène. La responsabilité des acteurs économiques et publics face au capital humain et environnemental s'impose au centre de l'action étatique. À Lubumbashi, la ministre de l'Environnement Marie Nyang a posé un acte fort en mettant sous scellé l'entreprise minière CDM. Cette décision fait suite à une pollution dévastatrice aux eaux acides survenue le 4 novembre dernier. Le signal est explicite. L'exploitation industrielle ne prime plus sur la santé des écosystèmes ni sur celle des populations riveraines. La mise en place d'une commission d'experts internationaux chargée d'analyser les causes du débordement confirme une ligne de fermeté. La pollution sort du registre des compromis tolérés. Cette exigence de redevabilité se manifeste aussi sur le terrain judiciaire. Dans le Haut-Lomami, l'ancien président de l'Assemblée provinciale Basile Mouleba et l'ancien questeur Séraphin Moukaya répondent des faits de détournement présumé des émoluments des députés. Des relevés de la Banque centrale du Congo établissent que les fonds des mois de mars 2024 et mai 2025
ont été décaissés sans atteindre leur destinataire. Sur le registre des investissements publics, le Kasaï oriental enregistre une avancée matérielle. À Mbuji-Mayi, le projet présidentiel Tshilejelo a franchi une étape opérationnelle avec la réception technique de 25 km de voiries modernisées. Les infrastructures sont livrées. L'Office des voiries et drainages indique que l'éclairage public reste limité à 20% du réseau, avec un achèvement annoncé. Parallèlement, le secteur de la santé exprime une détresse profonde. Joseph Kibambula, secrétaire général de l'UNIC, alerte sur la situation de plus de 80 000 infirmiers toujours en attente de mécanisation et d'admission au statut. Ces personnels essentiels subissent une inertie administrative prolongée, avec des effets directs sur la qualité des soins. À l'intérieur du pays, la relation avec les institutions bancaires devient un facteur d'insécurité sociale. Cette situation fragilise les foyers et affaiblit l'ensemble du système sanitaire. Pris ensemble, ces faits dessinent une ligne politique fondée sur la redevabilité, la protection du vivant et la restauration de la dignité sociale. La diplomatie parlementaire congolaise s'impose à Abidjan avec la visite officielle de Jean-Michel Sama Lukonde. En sa qualité de nouveau président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, le président du Sénat a inspecté le siège de l'organisation et échangé avec son homologue ivoirienne, Kandia Camara. Cette présence active renforce le leadership de la RDC sur les enjeux de démocratie et d'intégration continentale. Pour nos concitoyens, cela signifie une voix plus forte pour porter nos revendications sécuritaires et économiques dans les instances panafricaines, singulièrement pour isoler l'influence rwandaise dans les sphères diplomatiques ouest-africaines. Ce rayonnement à Abidjan montre que la RDC ne se contente plus de subir les décisions internationales, mais entend diriger les débats sur la stabilité du continent, transformant ainsi notre prestige diplomatique en un levier de protection pour nos frontières et de développement pour nos populations. Simultanément, l'axe Kinshasa-Brazzaville se consolide autour du projet de pont Vaud-Rail. Les experts des deux rives ont validé un accord bilatéral sur un régime fiscal commun, étape indispensable pour la gestion future de cette infrastructure stratégique. En harmonisant les taxes et impôts entre les deux capitales les plus proches du monde, la RDC facilite les futurs échanges commerciaux et réduit les barrières administratives qui pèsent sur les opérateurs économiques locaux. Ce pragmatisme fiscal est le garant d'une intégration économique réelle, ouvrant notre nation vers de nouveaux marchés africains. Pour le commerçant de Kinshasa, cela signifie une baisse potentielle des coûts d'importation et une fluidité accrue pour écouler ses produits de l'autre côté du fleuve. Ce projet n'est plus une utopie de papier, mais une construction juridique solide qui préfigure une zone économique intégrée, capable de rivaliser avec les grands ensembles régionaux et de redonner à notre pays sa place de carrefour naturel du continent. Nous passons maintenant au brève qui rappelle l'importance des réformes sociales et économiques nécessaires à la survie de notre nation. Sur le plan macroéconomique, le professeur Bongi Efonda insiste sur une discipline budgétaire rigoureuse comme condition centrale de stabilisation du pouvoir d'achat et de maîtrise des déséquilibres financiers internes. Cette exigence s'impose face aux tensions sociales persistantes et à la fragilité des finances publiques. Enfin, la régulation institutionnelle évolue dans le secteur des médias. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, sous l'impulsion de Christian Bozembe, annonce la mise en place imminente d'une administration permanente. Cette structure vise une continuité opérationnelle indépendante des cycles politiques et une professionnalisation durable de la régulation médiatique. Ces éléments posent une interrogation structurante pour l'État congolais. La crédibilité internationale repose sur la capacité interne à assurer discipline budgétaire, institutions stables et respect du capital humain. La résilience du peuple demeure réelle. Elle ne supporte plus une gestion approximative des ressources publiques ni des réformes différées. Pour refermer cette édition, retenons l'essentiel de ce qui anime notre nation ce soir. Le corridor de Lobito quitte le stade des discours pour devenir une réalité financée.
tandis qu'à Washington, nos ministres tentent de convertir notre potentiel minier en prospérité partagée sous l'œil vigilant des investisseurs américains. Les affirmations de Donald Trump sur la fin d'une guerre invisible nous rappellent l'importance de rester maître de notre propre récit sécuritaire. Alors que de l'intérieur, des voix comme celle de Constant Mutamba exigent une sincérité politique sans laquelle aucun dialogue ne portera de fruits. La redevabilité commence dans nos provinces, de Mbuji-Mayi à Lubumbashi, où la justice tente de reprendre ses droits face aux pollueurs et aux prédateurs de fonds publics. La pensée du jour nous invite à réfléchir sur la vigilance citoyenne. La souveraineté ne se donne pas, elle s'exerce chaque jour par la connaissance de ses droits. Notre pays ne grandira que par notre exigence collective de vérité face aux promesses étrangères. Je vous invite à approfondir ces dossiers, singulièrement celui sur l'agression rwandaise face aux propos de Washington, dans nos émissions d'analyse disponibles sur notre chaîne YouTube Inside News RDC. Que la paix et la justice guident nos pas et que Dieu bénisse notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Inside News RDC, rigueur internationale, proximité nationale, questionnement frontal. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine édition. Bonsoir chez vous et bonne continuation.